Donc, tout d'abord, saluer M. Didlot qui représente le Républicain Lorrain. On n'a pas de public. J'espère que Mme Pfeiffer se porte bien. Vous saluez toutes et tous. Et puis, comme je vous en avais parlé au moment du DOB, c'est le premier conseil qui sera filmé. Donc, nous ferons les conseils 2012 sous cette forme. Ensuite, nous ferons un point par rapport à ça. Sachez déjà que sur les réseaux sociaux tels que Facebook, où on a annoncé, certains se manifestent en disant on va voir, on va les regarder. Et je crois que c'est vraiment une manière de communiquer adaptée à notre époque et à notre temps. On fera le bilan en fin d'année et à partir de là, on en tirera les conséquences. Au niveau de notre conseil, vous savez que ce soir, on va voter le budget. Bon, c'est une période importante, mais la réunion de ce soir l'est un peu moins, étant donné que nous avons pu tous ensemble débattre lors du DOB de tous les points. Donc ce soir, le travail de Michel et de Christine et de l'ensemble des services qui ont œuvré sur le budget, c'était simplement de mettre en forme et en musique ce que nous avions décidé la dernière fois. Vous ne devriez pas trouver de choses différentes de ce qui a été annoncé. Au niveau des points à l'ordre du jour, je souhaiterais en rajouter un en divers. Ce point concerne l'aide à la création des gîtes et des chambres d'hôtes. Alors, je vous l'expliquerai au moment où on l'abordera, mais devant le nombre de demandes, je pense qu'il faut peut-être mettre un garde-fou et qu'à un moment donné, la commission, la 8e commission, aille jeter un œil avant la validation de la dernière subvention. C'est-à-dire de trancher les subventions et avant de verser le solde, que la 8e valide quand même l'ensemble des travaux. C'était une réflexion que nous avons eue en commission des finances. Autrement, vous pouvez voir à ma gauche, alors pas bien sûr nos amis qui filment, mais les planches du futur CIAS. Aujourd'hui, l'architecte et le concours a eu lieu, l'architecte est sélectionné, et donc... J'ai dit quoi? Ah oui, pour le pôle social. J'ai dit quoi, CIAS? Oui, il est compris dedans. Bien sûr, mais c'est l'ensemble du pôle social avec la cuisine, avec les logements jeunes travailleurs. Donc vous pourrez aller voir ce à quoi devrait ressembler l'ensemble. Vous avez également trouvé sur vos tables un exemplaire du livre « Une région frontalière entre le Luxembourg et la Lorraine », je crois pas me tromper. Cet exemplaire vous est destiné et bien sûr vous est offert par notre instance, de manière à ce que chacun d'entre vous puisse également voir ce qui est mis à disposition du public dans notre OT. Donc je pense que c'est un très bel ouvrage et que chacun pourra le feuilleter avec plaisir et surtout le garder en souvenir. Au titre toujours des informations, le 12 avril, vous savez qu'il y a une réunion de tous les conseils communautaires du G6. Donc je pense que vous avez déjà eu les invitations. Si vous ne les avez pas eues, elles devraient vous arriver. Vous avez l'heure, Philomène, de mémoire? Je crois que c'est... Oui, 19h30 normalement. Donc vous allez avoir le 12 avril. Donc vous allez avoir une invitation. 20h. Bon. Donc 20h. 20h le 12 avril. Et c'est à l'amphi de Yutz.
l'amphi à Yutz, 12 avril, 20 h. De manière à ce que, avec l'ensemble des conseils communautaires des 6 intercos, nous pouvons aborder le G6. Je vous rappelle que le 14 et 15 avril, il y a le marché au vin à Rodemack. Je crois que vous avez tous été destinataires d'une entrée. Donc, bien sûr, venez, faites un tour. À l'occasion de ce marché au vin, il va y avoir des reportages, notamment un par RTV, avec l'émission Bienvenue chez vous. Et 2 autres reportages auront lieu, un basé sur le tourisme, mais dans un cadre plus général, donc le tourisme militaire, mais aussi le tourisme environnemental, ainsi que le tourisme patrimonial. Donc à partir de là, ils vont venir sur les sites. Donc bien sûr, le site de Rodemack pour l'émission sur le marché au vin, mais ils feront une deuxième émission où ils iront, alors à Étanges-Grande au niveau de la réserve, à Boust au niveau de la tour Husselkirch, au niveau du Galgenberg, je crois, pour l'effort de la ligne Maginot. Alors je sais que le maire d'Étanges est très attaché au sien, mais comme on a préféré la réserve, on n'a pas mis, je dirais, tout l'effort dans le même panier. Donc voilà en gros où ils vont aller faire une carte postale de l'ensemble du territoire à travers ces reportages. Ils iront également par rapport à notre volonté des produits du terroir, ils iront le 22 avril, je crois, sur l'ouverture de la ferme, l'ouverture au public de la ferme bio à Zouf, à la ferme du Folépi. Et donc là, ils pourront rencontrer les petits producteurs, et ça sera une autre émission, mais tournée vers les locaux, vers tous les réseaux de la ferme et les produits locaux. Voilà en gros pour les différentes informations. Donc si vous voulez bien, je vais vous faire part des procurations. Donc Michel Erga a donné procuration à Jean-Marie Cridel, Willy Zayvert à Michel Paquet et M. Wagner à Brigitte Garcy. Et M. Blanchard donc, est toujours absent, mais M. Cons, je l'ai vu arriver. Donc si vous voulez bien, le quorum étant rempli et atteint, on peut démarrer. Pour ça, il faut une secrétaire de séance. Isabelle, es-tu d'accord? Je te remercie. Donc nous pouvons ouvrir ce conseil communautaire. Le premier point, il n'y a pas l'approbation de l'autre précédent. D'accord. Donc vous voyez que le premier point n'est pas l'approbation du compte-rendu communautaire précédent. Pourquoi? Vous imaginez bien qu'un laps de temps très court s'est tenu entre le DOB et ce soir, et ce compte-rendu est toujours dans les circuits. Donc le premier point concerne des décisions que j'ai pu prendre dans le cadre de mes délégations sur la période du 25 janvier au 15 février. Vous avez eu ce document. Avez-vous des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, merci, dont acte. Le point suivant, c'était un point que j'avais abordé au moment du DOB. C'était éventuellement de donner une délégation supplémentaire au niveau du bureau pour que nous puissions faire plus vite dans le cadre de l'achat des terrains. Vous savez que si on doit attendre que les réunions des conseils communautaires,
un laps de temps certain s'écoule entre les deux. Et on a pu voir de mémoire que dernièrement, en matière de terrain, il fallait aller très vite et signer avec les gens tant qu'ils étaient prêts à signer. Donc, pour aller plus vite et que ce genre de mésaventure ne se renouvelle pas, je vous propose éventuellement de transférer cette délégation au bureau. Y a-t-il des questions? Oui, Jean-Marie. Oui, de toute façon, vous connaissez ma position sur tout l'ensemble des délégations que l'on donne au bureau, mais quelquefois, c'est vrai qu'il est peut-être nécessaire d'aller vite, mais quelquefois, il faut aussi se donner le temps de réfléchir, parce que de toute façon, même si ce sont des orientations qui ont été données par le Conseil communautaire, je crois qu'il est toujours utile que le Conseil communautaire donne son avis, parce que, je répète, si quelquefois il faut aller vite, quelquefois il faut aussi se hâter lentement, et en tout cas, moi je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution de donner une délégation supplémentaire au bureau. Alors, en règle générale, il s'agit de terrain. Oui, Lucien, j'ai vu. Je te donne la parole. Ah, voilà, merci. Président, moi je souhaiterais revenir sur la réunion du 6 mars dernier oui. en ce qui concerne la gestion et l'animation des deux sites naturels remarquables, donc Étanges Grande et Putelange. Je vois dans ce rapport, le dernier paragraphe est de fixer comme condition indispensable à cette prise de compétence le transfert à titre gracieux du foncier public des deux sites, ainsi que le transfert à titre gracieux des équipements structurants, des biens meubles et immeubles situés sur les deux sites, et notamment des bungalows aménagés à la réserve naturelle d'Étanges Grande. Vous savez, Président, que nous avons signé avec le Conservatoire des sites lorrains un bail amphithéotique de 90 années, et je me demande comment peut-on résilier le bail ou bien mettre à la disposition de la communauté cette surface boisée qui représente quand même plus de 14 hectares pour Putelange. C'est quand même assez important. Est-ce que vous voyez une convention ou un acte notarié? Je ne vois pas comment on pourrait mettre ça à disposition sans briser le bail avec le Conservatoire des sites. Alors, je vais répondre aux deux questions qui sont complètement différentes. Oui, absolument. Moi, j'en profite pour la problématique foncière sur le territoire pour mettre ceci. Donc si Jean-Marie n'y voit aucun souci, je vais répondre d'abord à Lucien. Donc déjà, la problématique du bail amphithéotique avec le gestionnaire qui a été cité par toi, je veux dire, aujourd'hui ne pose pas de souci. Parce que dans le cadre de la loi, il y a substitution automatique. C'est-à-dire que même s'il y a ce lien, parce qu'en plus, quelque part, c'est l'État directement. Hein, je veux dire, et c'est en même temps l'État qui nous demande de prendre cette compétence. Donc il y a substitution automatique et il n'y aura pas de problématique entre la commune par rapport au bail qui a été éventuellement mis en œuvre. Pour ce qui est des terrains, c'est également régi dans le cadre de la loi. Vu qu'on parle de zones naturelles, donc la loi prévoit également que les terrains soient gérés par la communauté de communes. Alors après, sur la propriété, je ne veux même pas l'aborder, mais c'est une mise à disposition de manière à pouvoir gérer. Mais je pense par exemple au droit de chasse, à ces choses-là, ça reste le fonctionnement. Là, je ne le connais pas, mais c'est... Donc par contre, on va le vérifier, parce que je pensais à ça en même temps que je te parlais. Je me disais, tiens, si à Zouf, on devait te donner une partie de forêt et tout ça, qu'est-ce qui se passe avec le droit de chasse? Comment que c'est géré? Donc, je vais creuser le sujet là, et de manière à pouvoir te répondre, Lucien. Alors, merci à toi. Jean-Marie, pour te répondre, en règle générale, si le bureau
veut acheter, entre guillemets, ou veut aller plus vite, c'est quand même des terrains qui, ou en matière d'assainissement jusqu'à présent, ou en matière de zone artisanale, ont été validés dans un périmètre par le conseil communautaire et par les commissions ad hoc. Donc, quelque part, ça ne serait pas une initiative personnelle du bureau d'aller acheter des terrains, je dirais, un peu au hasard. Donc, pour moi, ces terrains, d'une part, ont dû être recensés au niveau du conseil communautaire, ont été actés par les commissions ad hoc, et surtout, le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est que pour l'acheter, il faut de l'argent, et pour qu'il y ait de l'argent, ils sont inscrits au budget, et le budget, je veux dire, c'est vous qui le votez et qui le mettez en œuvre. Donc je pense, et j'espère pouvoir te rassurer, le bureau n'ira en aucun cas acheter des terrains, ou n'irait acheter des terrains qui n'auraient pas été auparavant déterminés dans un périmètre pour une fonction bien précise. Donc c'est simplement dans un souci d'aller plus vite et de faire mieux et de pouvoir discuter avec les gens au moment où eux sont prêts à discuter. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ou de réactions sur ce point? Si on a pu, on peut passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors le point suivant, vous n'avez pas de nom dedans et ne comptez pas sur moi pour vous en donner. J'en ai parlé en direct à la 8e commission, mais c'est plutôt un accord de principe. Nous sommes sur une propriété au pied de la citadelle à Rodemack. Cette propriété est ou pourrait être achetée, je pèse mes mots en même temps, ou susceptible d'être vendue. Le résultat veut dire la même chose, mais d'une autre manière. Donc aujourd'hui, je souhaiterais un accord de principe de la part du Conseil communautaire pour pouvoir demander à l'EPFL, c'est-à-dire qu'en aucun cas la communauté de communes de Cattenom met un cens dans la balance. Mais par contre, ça permettrait, si jamais la personne et si la vente va au bout de la démarche, que l'EPFL en devienne le propriétaire et que cette propriété peut rester à disposition de la communauté de communes pour 10 ans. Ce qui ferait qu'en cas ou d'évolution en matière de gîte ou autre, si la communauté de communes demain, au pied de la citadelle, veut elle-même en mettre en œuvre, ou si simplement pour des raisons de travaux, pour éviter des problématiques entre voisins, je vous dis, on est vraiment au pied de la citadelle, le PFL serait propriétaire de ce foncier, et à partir de là, on éviterait plein de choses et ça laisserait une porte ouverte. Donc ça ne nous coûterait pas à nous un sou. Bien sûr, la clause particulière, c'est que le PFL n'achète qu'au prix des domaines. Ça veut dire que le vendeur vend au prix des domaines. S'il ne vend pas au prix des domaines, ça reste dans le privé et on n'en parle même plus. Mais je pense que par rapport à l'idée, contacter le PFL et mettre le PFL sur les rangs ne pourrait être qu'un avantage pour le projet de 2017. Et après, ceux qui seront là feront de ça ce qu'ils en veulent, ou le revendent eux-mêmes, ou alors l'utilisent. Mais au moins, on n'aurait pas une espèce d'épine dans le pied. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'étais assez clair, mais ce qui vous est demandé, c'est un accord de principe pour contacter le PFL
pour aller contacter le propriétaire et que l'EPFL achète ce foncier bâti. Jean-Marie. Oui, en fait, ça correspond à ce qu'on disait tout à l'heure, et ça nous permettra aussi d'avoir une garantie qu'en cas de vente, nous sommes les seuls et pour l'instant les premiers à prendre la décision sur l'acquisition de ces parcelles. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Vous n'avez pas de questions? C'est magnifique. Donc on va passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant concerne... Monsieur Didlot se dit que ça va plus vite qu'à Zoufgan. Mais je vous avais prévenu hier soir. Le point suivant concerne le pacte territorial du Nord-Mosellan. Dans le cadre du pacte territorial, aujourd'hui, la communauté d'agglos de Thionville est propriétaire de la maison du Luxembourg. Dans le cadre des réflexions du G6, il est envisagé de proposer aux 6 EPCI d'en devenir, entre guillemets, propriétaires au prorata des visites ou de l'utilisation par les gens du territoire. C'est-à-dire que sur le document qui est annexé, vous voyez que la communauté de communes de Cattenom représente à peu près 5,35% des 10 000 visiteurs. Donc ça voudrait dire que la communauté de communes s'engagerait au niveau de la Maison du Luxembourg au même niveau. Aujourd'hui, et on l'évoquait auparavant avec le bureau et Denis Bord le rappelait, aujourd'hui la Maison du Luxembourg rend des services à énormément de transfrontaliers, de travailleurs transfrontaliers, même jusqu'à aller à les accompagner dans le cadre de la rédaction de la fiche d'impôt. Donc aujourd'hui, c'est un service qui rayonne au-delà du territoire de la communauté d'agglos, d'où cette discussion de la porter au niveau du G6. Bon, je pense que vous avez pu lire le rapport, donc si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Si vous n'en avez pas, on va passer directement au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Alors le point suivant est du même acabit, sauf que là, la part qui doit être portée par les différentes collectivités n'est pas déterminée. Aujourd'hui, la question est de se dire que dans le cadre de l'Europort, qui est très important pour le Nord-Mosellan, se crée un syndicat. Aujourd'hui, la question est simplement de savoir si on souhaite ou pas adhérer à ce syndicat. Personnellement, je pense qu'il est absolument nécessaire d'y adhérer. On ne peut pas ne pas regarder ce qui va se passer demain à Illange, et de la même manière, on ne peut pas ne pas regarder ce qui va se passer sur l'Europort. Bien sûr, quand sur le dossier là, on va commencer à regarder les participations des uns ou des autres, il faudra en discuter et en discuter correctement. Et bien sûr, là aussi, je ne prendrai aucun engagement sans même votre avis. Parce que là, on est sur un sujet très important. Je pense que ce projet va ramener des royalties à un territoire ou à des territoires en particulier. Et donc, il faudra tout mettre à un moment donné dans la balance. Donc aujourd'hui, c'est simplement le positionnement sur le fait d'intégrer ce syndicat et d'être à la base de l'information et de partager la réflexion qui va se faire autour de l'Europort. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, Jean-Luc. Oui, j'avais juste une interrogation sur
sur la structure à créer, donc un syndicat, parce que j'avais quand même cru comprendre que l'évolution la loi sur les collectivités avait plutôt tendance à diminuer ce type d'organisme. Et donc là, non seulement on ne diminue pas, mais on en crée. Et bon, je ne suis pas au fait de ce qui se fait au SCOTA, mais je me demandais si ce n'était pas un petit peu des compétences qui pouvaient être intégrées au SCOTA. Alors, au niveau du SCOTA, le SCOTA n'est pas dans l'action. Et la problématique, c'est que là, on a besoin d'un syndicat, et c'est pour ça que c'est un syndicat, parce que le syndicat peut être dans l'action après. Le SCOTA ne l'est pas. Le syndicat, c'est un syndicat d'études, de réflexion, où on réfléchit sur les aménagements du Nord-Mosellan, sur des réflexions judicieuses ou pas en matière de commerce, en matière d'infrastructures routières, mais dans tous les cas, en aucun cas, le SCOTA ne financera ou ne réalisera quelque chose. Le SCOTA va écrire le grand livre de l'aménagement du territoire. Ensuite, tous ceux qui, à leur niveau, devront s'y engager ou voudront s'y engager, le feront. Hein, c'est-à-dire que si on parle du pont qui doit relier Cattenom avec l'autre versant, c'est avant tout une compétence du Conseil général, c'est pourquoi pas de EDF, parce que EDF peut avoir un intérêt. Alors je vais le taquiner un peu, peut-être de la commune de Cattenom si elle veut un peu s'agrandir. Voilà. Et à ce moment-là, tous ceux qui auront un intérêt à la réalisation de l'infrastructure, eh ben, la monteront. Mais le SCOTA, en tous les cas, ne le fera pas. Et là, sur le report, donc c'est pour ça que le SCOTA ne peut pas porter le report. Avec le report, on va être rapidement dans l'action. Et donc, la création d'un syndicat, et même si je suis d'accord avec toi, la réforme territoriale, on a supprimé, mais a supprimé pas mal de syndicats. Je crois que vous avez déjà tous délibéré sur les collèges, l'IUT et d'autres pour ne citer que cela. Là, je ne vois pas comment on peut faire l'impasse là-dessus, à moins, il y a une solution. Mais aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas envisageable, c'est une fusion des 6 EPCI. Aujourd'hui, c'est un peu prématuré. Effectivement, dans le cadre d'un grand EPCI qui représenterait la fusion des 6 territoires, le report serait porté par cet EPCI. Donc aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité et il n'y a pas d'autre alternative que le syndicat. Et d'ailleurs, c'est que l'État, sur ce coup-là, le laisse se créer. Voilà. Mais rappelez-vous bien, quoi, le SCOTA n'est pas dans l'action. C'est une force de proposition et une vue d'ensemble en matière d'aménagement. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet ? Non ? Si on n'a pas, on peut passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre le fait d'adhérer à ce syndicat ? Est-ce que quelqu'un s'abstient ? Je vous remercie. Maintenant, j'ai perdu mon truc. Le report. Le point numéro 6 concerne l'acquisition d'une licence 4. Vous savez que M. Delvecchio à Rodemack cesse son activité au niveau du restaurant des Baillis. Donc il est venu me trouver à la communauté de communes, me proposant l'achat de sa licence 4. Alors, au prix de 10 000 €. Donc j'ai un peu regardé ce qui se faisait aussi bien sur les sites internet ou autres. En règle générale, on est entre 10 et 17 000 € pour une licence 4. Notamment lorsqu'on est sur un lieu touristique de ce type-là. Voilà. Donc, je pense qu'il est très utile dans le cadre du projet que le futur aménagement détienne sa licence 4. Et donc, le fait aujourd'hui de l'acheter n'est pas, à mon sens, une erreur phénoménale. Y a-t-il des questions ? Oui, Pierre. Alors,
Est-ce qu'il est possible d'acheter une licence dans une autre commune? Parce que nous, on en a une à vendre et je la vends moins cher. Oui. Si, tu peux vendre une licence 4 où tu veux, et l'acheter et la remettre où tu veux. Dans tout le département de la Moselle. Oui. Dans tout le département? Oui. À Cactum, il y a quelqu'un qui vend une licence, c'est un restaurateur de Metz qui l'achète. Oui. Nous, on en a une à vendre. Effectif, hein. On l'a acheté 8 000. Combien? 8 000. Mais la commune, là. Oui, c'est la commune qui la détient. Alors moi j'ai pas de leçon à donner au maire de Boust, tu sais Oui, bien. non mais je pense que... c'était simplement pour savoir si tu avais la réponse. Hein? C'était pour te taquiner, savoir si tu avais la réponse. Oui, j'ai la réponse, parce que le maire de Zoufgane a également une licence 4, voilà. Monsieur Pierre-Jacques, qu'il a acheté 3 500 € il y a 4 ans. Donc, effectivement, donc, mais je crois que il est important que les communes, et la démarche que tu as eue, elle est importante, on a eu la même à Zouf. Voilà. Je crois que les communes, aujourd'hui, doivent tout faire pour conserver leur café, et dans le risque de les voir disparaître, au moins garder une licence pour pouvoir un jour, s'il y a une énergie, donner cette licence et relancer le commerce local. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Ah, tu pensais que je ne savais pas, Pierre? Ça a l'air nouveau ou quoi pour toi? S'il n'y a plus de questions, on peut passer au vote. Alors, est-ce que quelqu'un est contre ou est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et donc, si vous en êtes d'accord, il faudrait désigner Michel Chibi, étant donné qu'on va signer un acte administratif. L'ensemble des maires ici présents connaissent le processus. Donc, si vous êtes d'accord, on désignera Michel Chibi et avec moi, de manière, et Monsieur Delvecchio pour pouvoir le signer. Oui, et c'est lui qui payera un coup. T'as raison, Bernard. Pas de problème. Donc, on sera que 3. Si vous en êtes d'accord, on peut aborder le point 7. Le point 7, c'est un don-acte. Le point 7 concerne le rapport de gestion du syndicat mixte à vocation touristique des Trois Frontières. Avez-vous des questions? Voilà, dont acte. Et c'est avec une immense joie que je passe la parole à Michel. Ça veut pas. Tu la veux pas? Merci Michel. Bien, on va entamer le gros morceau de la soirée si vous le voulez bien. Et on va commencer par les comptes administratifs. Donc, lors du débat d'orientation budgétaire, vous avez eu connaissance des crédits consommés en 2011 pour chacun des budgets. Christine Chimello a voulu présenter de manière synthétique ce que vous avez eu en document à la maison, c'est-à-dire pour que ce soit un petit peu plus clair. Bien sûr, il n'est pas question pour moi de reprendre tous ces gros chiffres. Simplement, donc, concernant le budget principal, je vais vous dire que l'excédent cumulé en fonctionnement est de 6 138 092,74 € et en investissement, il est de 5 732 114,60 €. Vis-à-vis des restes à réaliser en dépenses et en recettes, le déficit est de 11 365 327,60 €. Si vous avez des questions à poser en cours de route, n'hésitez pas à lever la main. Pour la zone d'Entrange, considérant les dépenses de fonctionnement et les recettes, le déficit cumulé est de 11 780,67 €. Et concernant les dépenses d'investissement et les recettes, le déficit cumulé est de 105 806,91 €. Pour la zone de Canfin, l'excédent cumulé en fonctionnement est de 232 037,27 € et en investissement, le déficit cumulé est de 232 037,04 €. Pour la zone d'Étanges Grande,
l'excédent cumulé représente la somme énorme de 0,29 € et le déficit cumulé représente 724 337,78 €. On va passer au compte administratif du budget d'assainissement collectif. Considérant les dépenses et les recettes d'exploitation, l'excédent cumulé est de 1 370 251,02 €. Considérant les dépenses et les recettes d'investissement, le déficit cumulé est de 5 165 000,38 €. Il y a des restes à réaliser en dépenses et en recettes et le déficit cumulé, pardon, l'excédent je ne vous le dirai pas. Voilà. Donc, concernant les dépenses et les recettes pour les restes à réaliser, l'excédent est de 441 464 €. Je vais tout vous expliquer en entendant Michel. C'est parce que Christine est en train de m'envoyer un message me disant « N'oublie pas de sortir au moment du vote ». C'est pour ça qu'elle n'a pas tourné la page. Mais je t'aurais fichu à la porte. Bon, Christine, c'est quand vous voulez. Pour le compte administratif du budget assainissement non collectif, l'excédent représente la modique somme de 1,16 €. Donc, équilibre en exploitation des dépenses et des recettes à 1,16 € près. Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser, je crois qu'on a balayé un petit peu tous les comptes administratifs. Avez-vous des questions? Oui, il y a l'assainissement non collectif. Je sais qu'il est celui-là. L'assainissement non collectif. Oui, il est là. Ah, mais je viens de le passer, mon chéri. Mon chéri. Ben voilà. Ben oui, mais tu lisais ton texto. Oui. Y a-t-il des questions? Oui, Pierre. Une toute petite, hein, sur l'assainissement collectif. On a un excédent en exploitation d'1,3 million et un déficit de 5 millions. On va devoir avoir recours à l'emprunt? Oui. Il n'a pas été effectué, donc. Non. Mais à terme, il s'impose, là, maintenant. À un moment donné, il va bien devoir intervenir. Pour l'instant, on l'a pas fait. Mais on fonctionne avec quelle trésorerie, là, alors? C'est le regroupement général. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, Au revoir, Michel. est-ce que j'ai le temps de finir? Non. Bien, le président ayant quitté la salle, on va passer au vote pour les différents budgets qui vous ont été présentés et les comptes administratifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le président n'a pas eu le temps de fumer. Si vous voulez bien le faire revenir. Bien, Président, j'ai le grand plaisir de t'annoncer que les comptes administratifs des différents budgets ont été adoptés à l'unanimité. Écoutez, je vous remercie et puis bien sûr d'associer Michel et surtout les services et Christine, tous ceux qui ont travaillé sur le budget et qui travaillent au quotidien sur le budget de la communauté de communes. C'est pas une tâche facile, c'est une tâche ardue avec un suivi de tous les instants. Et puis je crois qu'on peut également associer, parce que des fois il faut le dire, vous savez, j'étais toujours opposé par le passé.
je crois qu'on peut aussi associer monsieur le percepteur. Parce que monsieur Flickinger est vraiment présent, et monsieur Flickinger nous accompagne les services de la communauté de communes en matière de conseil, et je crois qu'il faut le dire. Il faut le dire quand c'est bien, et son travail, il le fait très bien. Donc voilà, donc tous ceux qui ont travaillé sur le budget et qui travaillent sur le budget de la communauté de communes, merci. Bien, on peut continuer. Merci Michel. Donc le point suivant est l'approbation du compte de gestion 2011, donc de monsieur Flickinger, qui a été établi par la trésorerie principale de Thionville-Trois-Frontières. Vous l'avez page 20, le détail. Donc les résultats des comptes de gestion sont concordants avec les résultats des comptes administratifs correspondants qui vous ont été présentés. Et je vous demande donc d'accepter ce compte de gestion. Y a-t-il des questions? Il faut voter. Dont acte. Il faut voter. Non, dont acte, non, dont acte. Le point numéro 10, affectation des résultats 2011. Donc, concernant le budget principal, l'excédent de fonctionnement de 6 138 092,74 € est repris en recettes d'investissement, de même que l'excédent d'investissement de 5 732 114,60 €, ce qui permet de prendre en charge le déficit des restes à réaliser. Une phrase très claire. Pour l'affectation des résultats du budget d'assainissement collectif, l'excédent d'exploitation de 1 370 251,02 € est repris en recettes d'investissement. Le déficit d'investissement, 5 165 038 €, est repris en dépenses d'investissement. Les nouvelles dépenses donc, sont couvertes par l'inscription d'un emprunt de subvention. Pour l'affectation des résultats pour le budget d'assainissement non collectif, la modique somme de 1,16 €, l'excédent d'exploitation est repris en section d'exploitation. Pour les zones artisanales, la zone d'activité d'Entranche, les déficits sont repris respectivement en dépenses de fonctionnement et en dépenses d'investissement et seront pris en charge par le versement d'une subvention d'équilibre au budget général, du budget général. Pour la zone d'activité des Tanges Grandes, l'excédent de 0,29 € est repris en recettes d'investissement et le déficit ainsi que les dépenses nouvelles sont couvertes par un emprunt. L'affectation des résultats pour la zone d'activité de Canfin, l'excédent de fonctionnement est repris en recettes d'investissement qui permet de prendre en charge le déficit d'investissement. Pour l'affectation, il faut voter. Oui, là, il faut voter, non. Est-ce qu'il y a des questions? Si on n'a pas, on peut procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Bien, on va passer au budget primitif qui a été élaboré en fonction du débat d'orientation budgétaire du précédent Conseil communautaire. Donc, pour le budget principal 2012, il est équilibré en recettes et dépenses pour le fonctionnement à 32 905 000 €. Il faut savoir, donc, vous avez le chiffre de 2011 en dessous, 31 855 000 €, donc légèrement supérieur. Et pour l'investissement, 36 604 020 €. Pardon, 36 604 020 €. L'an dernier, nous avions 29 206 €. Et le prélèvement sur les recettes est de 4 102 000 €. Donc, Christine vous a fait des courbes en fonctionnement en dépenses prévisionnelles 2011, donc 32 905 000 €. Alors, vous avez les différents postes, charges personnelles, subventions, intérêts, etc. Donc, ça s'équilibre
pratiquement par rapport à 2011. Pour les recettes de fonctionnement, c'est pareil. On a à peu près un équilibre par rapport à 2011. Vous l'avez vu tout à l'heure. Les différences ne sont pas majeures. Pour les investissements, les dépenses nouvelles pour 2012, donc 15 176 500, hors les restes à réaliser. Pour les recettes nouvelles, 26 541 827 euros, toujours hors les restes à réaliser. Donc on a des montants supplémentaires du virement de la section de fonctionnement. Et puis des résultats reportés qui sont aussi plus importants que l'année dernière. Alors, elle vous a fait aussi un beau diagramme là, des parts de chaque compétence 2012, avec les restes à réaliser inclus. Donc, en fonctionnement à gauche, en investissement à droite, vous avez donc les pourcentages dans les différentes compétences. Alors, maintenant, on va parler cotisation. La cotisation foncière des entreprises, la CFE, nous avions l'année dernière un taux de 17,16% et on vous propose de le maintenir. Donc, le produit fiscal attendu après prélèvement du Fonds national de garantie individuelle de ressources, le FNGIR, le produit attendu donc, est de 7 192 243 euros. En 2011, nous avions 6 912 880 euros, c'est-à-dire que nous avons cette année un gain de 279 363 euros. Pour la fiscalité mixte, donc les taux de TH de foncier et de foncier non bâti étaient respectivement de 7,70%, 8,65% et 3,31%. On vous propose de les maintenir avec un produit fiscal attendu de 7 326 780 euros. Pour mémoire, l'an dernier, c'était 7 125 168 euros. Christine a mis que c'était plus de 201 000. Mais là, je crois qu'il y a un loup, là. Quelque chose qui ne va pas, là. 7 300 000. Ah oui, pardon, oui. Pardon, il y a plus, excusez-moi. Il y a plus de 201 612 euros. Alors, suivant. Donc là, on a un petit texte qui est important, qui découle des orientations du débat d'orientation budgétaire, donc qui a été repris. Donc, concernant les différentes études à mener, abattoirs, flux de transport, haut débit, la gestion en régie directe de la collecte des déchets ménagers et sélectifs, le programme d'investissement de la citadelle et l'accélération des travaux sur VICC et des ERA sur VICC. Il faut savoir que les crédits destinés à la réhabilitation de l'espace nautique seront inscrits en décision modificative. C'est un petit peu ce que nous avons fait l'année dernière. Donc, il vous est proposé d'approuver la création d'autorisations de programme à compter de 2012. Cet outil de gestion permet, en dissociant l'engagement pluriannuel des investissements de l'équilibre budgétaire, de limiter le recours au report d'investissement. On vous propose aussi de retenir 2 opérations ayant un caractère pluriannuel, les travaux sur VICC et les travaux d'ERA sur VICC, ainsi que le programme de valorisation et de restauration de la citadelle. Et on vous propose d'acter concrètement ces autorisations de programme par des décisions modificatives, comme nous avons fait l'année dernière. Donc, suite à la proposition de la 4e commission, on va faire une simulation sur l'application de la redevance incitative sur des secteurs du territoire restant à déterminer, pour inciter une réflexion qui est nécessaire pour aller progressivement vers les exigences actuelles de la loi en matière de financement du service des déchets ménagers, puisqu'on devrait financer ce service à 100%. Avez-vous des questions?
à ce stade. Oui, Pierre. J'ai vu qu'il y avait des crédits pour l'acquisition de logiciels adaptés au traitement du courrier. C'est pour la communauté ou les communes, ou l'ensemble? C'est pour la communauté. Communauté. Oui, c'est pour la communauté. C'est pour la mise en œuvre et terminée. Alors, je pense notamment le parapheur. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, on a démarré un système de parapheur. On veut dématérialiser le courrier pour user moins de papier. Donc, c'est la mise en œuvre de tout ça. Y a-t-il d'autres questions? Juste avant qu'on passe au vote, moi je tenais déjà à vous féliciter. Parce que le budget n'est que le reflet des décisions que vous prenez, que nous prenons. Et quand on regarde notre budget, on peut dire que c'est quand même un budget ambitieux. C'est un budget à l'image de ce territoire, un budget qui veut aller vite, qui veut se tourner vers sa population avec des nouveaux services. Et on le remarque, on voit quand même que par rapport à l'année dernière, il y a 7 millions d'investissements en plus. Donc vraiment, je pense que vous pouvez être fiers des politiques que vous êtes en train de mettre en œuvre. En tous les cas, personnellement, je m'identifie bien dans les choix politiques que nous sommes en train de réaliser. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, on peut procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, le point numéro 12 concerne le budget d'assainissement pour 2012. Donc, il s'équilibre en recettes et en dépenses pour l'exploitation à 2 978 000 € et en investissement à 10 281 000 €. Les montants des redevances, vous l'avez vu dans page 31 des documents qui vous ont été envoyés, restent identiques à 2011, c'est-à-dire 1,20 € par mètre cube pour les habitations raccordées et épurées et 0,90 € par mètre cube pour les habitations équipées d'un assainissement autonome raccordé et non épuré. Les dépenses prévisionnelles pour 2011. Alors, vous voyez qu'il y a, par rapport à 2010, pardon, j'ai dit 2012, hein, par rapport à 2011, vous avez une grande colonne là, de charges exceptionnelles. Et vous verrez tout à l'heure que vous avez aussi des produits exceptionnels dans les recettes. En fait, il s'agit d'une forte augmentation par rapport à 2011 qui est due à la prise en charge par la section d'exploitation des participations à la construction de la STEP de Bettembourg et de l'encaissement et du reversement des subventions perçues dans le cadre de ce programme. Donc ça concerne les charges exceptionnelles. Et si l'on regarde les recettes prévisionnelles, on voit que dans les produits exceptionnels, on a aussi une grande colonne qui apparaît. Alors, donc les investissements dépenses nouvelles pour 2012, donc 7 234 062 €, hors les restes à réaliser. Donc avec un résultat reporté qui est important, le reste est à peu près superposable à 2011. Et dans les recettes nouvelles pour 2011 d'investissement, 6 792 598 €, toujours hors reste à réaliser. Là aussi superposable, sauf que les subventions sont quand même relativement importantes par rapport à 2011. Excusez-moi. Y a-t-il des questions? Oui, vas-y Pierre. Mais j'ai vu que le prélèvement vers l'investissement était très faible. Est-ce qu'à terme, il ne va pas falloir augmenter la taxe ou la redevance? Pierre, il y a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance qu'à un moment donné, on y arrive. Pour l'instant, on a fait une pirouette, et vous le savez bien, on l'avait évoqué ici, c'était grâce justement à l'intervention de M. Flickinger qui nous avait permis de faire une écriture comptable, je dirais, sur le fait, si je peux me permettre l'expression, d'amortir nos subventions.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous restons dans un schéma d'équilibre. Je pense que nous devrons rester dans cet état-là au moins jusqu'en 2014. Et en tous les cas, je demanderai à ce qu'on reste dans cet état-là jusqu'en 2014, dans tous les cas. Mais forcément, à un moment donné, il faudra bien envisager de revoir nos redevances. Mais c'est normal, vous voyez bien le nombre de programmes qui sont lancés d'année en année. Vous savez que le dernier programme a une valeur de 19 millions d'euros. Donc les partenaires se font de plus en plus rares. Et vous savez que nous avons encore, derrière celui-là, 2 autres programmes essentiels. C'est l'assainissement de nos zones et celui de la commune de Canfin. Et seulement à ce moment-là, l'ensemble du programme assainissement collectif sera terminé. Donc je veux dire, il n'y a que dans ces années-là, ou quand les programmes seront lancés, que nous aurons une vision globale et de nos endettements en la matière et de l'effort en matière de redevances. 7 000 euros. Donc, conformément à l'article L2224.2 du Code général des collectivités territoriales, la subvention d'équilibre vient du budget général pour un montant de 22 500. Vous savez qu'on peut faire ça pendant 5 ans et qu'après, il faudra que la redevance payée par les usagers équilibre ce budget. Oui, y a-t-il des questions? Mais je crois que là aussi, tout a été dit. On a une dérogation de 5 ans et dans 5 ans, forcément, là aussi, les usagers en matière d'assainissement SPANC devront peut-être mettre un peu plus de leur poche pour équilibrer ce budget qui lui aussi doit fonctionner tout seul. S'il n'y a pas de questions, on peut procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 14 concerne les budgets des zones d'activité économique. Donc pour la zone de Canfin, ce budget est équilibré en recettes et en dépenses pour le fonctionnement à 3 472 029,45 € et en investissement à 3 496 065,72 €. Pour la zone d'Entrange, équilibrée en recettes et en dépenses en fonctionnement à 1 182 683,82 € et en investissement 1 126 539,17 €. Enfin, pour la zone d'Étanges Grande, équilibrée en recettes et en dépenses, pour le fonctionnement à 1 561 426,49 € et en investissement pour la hauteur de 2 285 774,27 €. Donc les versements du budget général vers les budgets annexes des zones à Canfin et à Entrange sont inscrits en fonctionnement. Voilà. Y a-t-il des questions? Si on n'a pas, on peut procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Je vais passer la parole à Patrick Belli. Merci Michel, en tous les cas, pour cette présentation de budget. Donc là, vous avez été présenté le projet de convention concernant les voiries d'intérêt communautaire qui lie la communauté aux communes. Donc c'est une convention qui a été créée en 2007. Et aujourd'hui, il était l'heure de la reprendre un peu parce qu'on a évolué par rapport aux travaux sur toute la partie des VICC. Donc dedans, il y a différents thèmes qui sont repris avec des modifications. Les modalités de définition du programme en concertation et dans le respect de la charte paysagère arrêtée par la communauté. Donc il faudra reprendre pour que l'on soit bien dans les clous par rapport à ce qui avait été engagé avec l'architecte paysagiste qu'on utilise actuellement. Les obligations de la communauté de communes et des communes, donc tout est renoté de nouveau et clairement établi.
les modalités de validation par les instances communales et communautaires qui précéderont obligatoirement une présentation aux riverains pour les propriétés bâties et non bâties concernées, les modalités d'association des riverains afin que soient préservés leurs droits, mais également préciser leurs devoirs, les modalités de validation définitive du programme par les instances communales et communautaires, ainsi que les limites budgétaires, les modalités de prise en compte et de prise en charge des demandes de modification de la commune après validation définitive, que les cas d'imprévisibilité ou de force majeure resteront à la charge de la communauté de communes dans le cadre de la réglementation des avenants, l'engagement des communes d'interdire par arrêté municipal toute intervention sur la voirie d'intérêt communautaire et ses dépendances pendant 3 ans à compter de la date de réception des travaux. Donc ça a été présenté en 3e commission, en date du 14 mars 2010, avec un avis favorable. Donc là, il est proposé au Conseil communautaire, j'y vais, hein, Michel, d'autoriser le président à rédiger, à signer pour tout programme sur VICC avec chacune des communes une convention reprenant l'ensemble de ces préconisations, dont le modèle est joint à l'ensemble du dossier, et d'autoriser le président à signer les avenants aux conventions déjà passées pour les conformer à cette nouvelle rédaction. Y a-t-il des questions? Oui, Jean-Marie. Ouais, moi, j'aurais proposé 5 ans au lieu de 3 ans. On peut pas. C'était un grand débat, mais a En priori... tout cas, je peux vous dire que dans ma commune, je l'applique. Il n'y a pas de problème particulier. Parce qu'en fait, comme on rappelle bien aux gens quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs, donc à partir de ce moment-là, normalement, ça devrait être clair et ça évite de détériorer les travaux qui ont déjà été faits. Code de la voirie publique. Oui. Donc aujourd'hui, le code de la voirie, a priori, limite à 3 ans. Et quand on va au-delà, on est un peu borderline. Moi non plus, mais voilà. On peut le faire, mais... et plus facilement que la communauté de communes. Le pouvoir de police, c'est le maire qui l'a. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Jean-Luc. Ouais, pour répondre à Jean-Marie, est-ce que chaque commune peut délibérer sur 3 ans ou pour 5 ans? C'est le maire qui prend un arrêté, c'est pas une délibération. Donc, si Jean-Marie veut bloquer 5 ans, il peut bloquer 5 ans. C'est ce que je lui disais, quoi. Nous, dans le cadre réglementaire, on est régi par le code des voiries, qui s'arrête à 3 ans. Si demain, le maire d'une commune veut aller au-delà, il peut le faire. Y a-t-il d'autres questions? Si on n'a pas, on va passer au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Et donc, avant de passer la parole à André Hens, et pour ceux qui avaient peut-être un doute sur l'opération de ce soir, je tenais à saluer les 260 spectateurs qui sont en direct, en train de regarder l'émission, sans même qu'on ait fait de la publicité. Voilà. André, à toi la parole. Oui, alors j'ai 2 points à présenter ce soir. D'abord, la participation à la création d'un espace info-énergie. Je vous rappelle que nous avions ici, à la communauté de communes, une permanence. Il y avait déjà un espace info-énergie, mais qui a été arrêté parce qu'il n'était plus subventionné. Par contre, il y en a un nouveau qui a été mis en place en collaboration et subventionné par l'ADEME et le Conseil régional. Cet espace info-énergie tiendra également des permanences à Cattenom. Et à la différence avec ce qui existait avant, c'est que il nous coûtera moins cher, puisque sur un total d'un budget de 60 600 €, la communauté de communes devra verser 2 266 €. Vous avez eu un petit tableau qui récapitule la participation des uns et des autres. Alors, vous pouvez voir l'exemple qui est un des exemples qu'on avait abordé au niveau du G6. Si vous regardez bien le tableau, là c'est du G5. C'est-à-dire que nos collègues de l'Alzette
travaille avec le secteur de Villerue, le périmètre de l'Orscotat, sur le même programme, et n'intègre pas ce programme-là. Donc, le G6 laisse la souplesse, et vous vous êtes laissé la souplesse de pouvoir adhérer à tel ou tel projet suivant les envies, et en voilà un exemple. Y a-t-il des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, on va procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? De mémoire, André, je crois que c'est toujours à toi. Oui, le deuxième point, ça concerne le programme pluriannuel, le contrat Vallée d'Abolaire 2. En fait, il s'agit tout simplement de la régularisation d'un terrain, d'où l'intérêt de pouvoir agir plus rapidement. C'était un peu tombé dans les oubliettes. Donc, on vous demande l'autorisation d'acquérir au prix habituel de 110 € l'art 2 parcelles qui sont nécessaires pour la réalisation de ce contrat. Et évidemment, autoriser le président à signer les actes d'acquisition qui seront établis par l'étude notariale de Cattenom. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, nous allons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc, si vous voulez bien, nous passons dans les divers. Et au niveau des divers, je voudrais aborder ce que je vous ai dit en préambule quand j'ai souhaité qu'on rajoute ce point. Alors, ils l'ont eu? Oui, oui. Avant. Donc, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, mais il y a deux gros changements. Le premier, c'est que quelque part, on subventionne, on augmente la subvention de 15 000 € sur les bâtiments que nous avons nous-mêmes classés avec le travail qui a été fait avec le CAUE de remarquables. Donc je crois qu'il faut rester cohérent dans toute politique. À partir du moment où on fait un recensement de bâtiments remarquables, il faut aussi que si des travaux ont lieu sur ces bâtiments et que ces travaux respectent les préconisations du CAUE, le privé ou la personne ou la collectivité qui les respectera et les réalisera, je veux dire, soit un peu plus aidé. Donc, par rapport à ça, de un, le premier point, c'est de pouvoir augmenter de 15 000 € le plafond subventionnable. Et le deuxième point, c'est ce que j'ai évoqué, c'est un contrôle des travaux réalisés. C'est-à-dire qu'au départ, on va verser 30% d'acompte et les 70% restants, à mon sens, ne pouvaient pas ne pas être d'abord contrôlés par la 8e commission ainsi qu'une personne des services de la communauté de communes, pour être sûr que ce qui avait été décidé soit respecté. Il serait trop tentant, ou il pourrait être trop tentant, que les uns ou les autres... Alors bien sûr, il y a déjà la garantie des 10 ans qu'on a mis dans le règlement où la personne est obligée de garder son gîte pendant 10 ans, mais il pourrait être trop tentant que certaines personnes mal pensantes pourraient se dire je réalise un patrimoine pour la 11e année pour mes enfants, quoi. Donc je crois que la visite des travaux par la 8e et par une personne du service technique est plus que nécessaire. Voilà en gros les deux points que je souhaitais, si vous en êtes d'accord, qu'on rajoute dans cette disposition. Y a-t-il des questions? Oui, Viviane, appuie sur ton bitonio. Non, j'ai juste une petite question. Quand il y avait, disons, le subventionnement des façades, du ravalement des façades, il y avait l'avis d'un représentant du CAUE qui était demandé. Maintenant, comme il s'agit de bâtiments remarquables, ne serait-il pas important que, également, pour ces travaux-là, disons, oui, que ce soit soumis à un avis du CAUE?
Non, je sais que ce n'est pas forcément, mais est-ce que ce ne serait pas prudent? Parce que, Alors, disons, un bâtiment remarquable... C'est deux choses différentes. Oui, je sais, mais c'est un bâtiment remarquable qui, en faisant... Ah, sur la période, sur juste les 15 000 euros du bâtiment remarquable. Oui, uniquement les 15 000. Pas sur les gîtes normaux. Non, ça n'a rien à D'accord. voir. À partir du moment où on touche un bâtiment remarquable, que le CAUE a fait le travail, moi je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas quel est votre avis. Oui, on a vite fait des modifications qui après, disons, font en sorte à ce que le bâtiment n'est plus un bâtiment remarquable. Les gens de la 8e, comme ça, rapidement, faites-moi un mouvement de tête, si vous êtes d'accord avec l'idée... Je ne prêche pas pour ma paroisse, là. Oui, Brigitte. Non, mais c'est une condition sine qua non. À partir du moment où on touche le... Où le dossier est déposé, il y a forcément un vie accompagnement CAUE. D'accord. C'est un autre accompagnement. Pardon. Donc on écrit dans le règlement que sur l'obtention des 15 000 euros, lorsqu'on est sur un bâtiment remarquable, l'avis du CAUE est demandé. Voilà. Non, mais au moins on l'écrit, comme ça c'est clair. Y a-t-il d'autres questions? Vas-y, Marie-Marthe. Hop. Voilà. Moi, j'ai une question à ce sujet, mais également au sujet du point 20 des décisions du bureau communautaire. Alors, si je ne suis pas intervenue avant, c'est parce que c'était une question de forme et non pas de fond, à savoir que la subvention a été accordée pour une création d'hébergement touristique à Fixem, dans tout à fait le cadre de cette convention. Simplement, je suis surprise de l'apprendre ici. C'est-à-dire, c'est seulement en voyant le compte-rendu du bureau communautaire que je l'apprends. Et ça pose un problème puisque le dossier, le permis de construire qui avait été déposé ne correspondait pas à ça. Il correspondait à 2 logements privés, logements locatifs, à visée locative privée. Et ça change les choses, par exemple, par rapport à la CCID, puisque les informations fiscales sont déclaratives. Donc, s'il remplit la déclaration par rapport à du locatif privé, ce n'est pas la même chose que loueur de meublé, par exemple. Donc je l'apprends ici, et ça fait référence à un autre problème identique concernant l'assainissement, où un habitant de la commune avait demandé un assainissement pour un bâtiment qui n'était pas une habitation et qui le devient de fait 10 ans plus tard. Oui, enfin bon, je suis pas sûr que les deux choses soient identiques. Le premier cas sur l'assainissement, effectivement, le fait de l'emmener, ça rend un terrain avec une valeur différente, ça rend un critère d'habitation différent. Et là, l'avis du maire est plus qu'important, et de la commune et du conseil municipal sur le développement dans ce secteur-là. Sur le dossier de la subvention, on a un permis de construire. On a une volonté, on le traite, voilà, on le traite. Alors, il y aurait qu'une solution, c'est que on le traite que après l'obtention du permis de construire. Mais ça veut dire que la personne n'aurait pas. On pourrait dans ce cas-là un peu faire comme sur des subventions différentes, c'est-à-dire prendre en compte, lui dire qu'il est éligible, et une fois que le permis de construire est validé et signé par le maire, donc ça veut dire que le maire connaît l'origine et le but de la chose, valider notre aide. Je pense que ça pourrait à la fois régler les deux choses. Moi, c'est pas sur le principe de l'aide, hein, évidemment. Bien sûr, c'est sur le fait que le projet tel qu'il est ne correspond pas au permis de construire. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que, quelque part, nous, sur le pré-projet, on peut donner, comme le département ou d'autres instances font, un avis en disant, voilà, vous êtes effectivement éligible de temps, et que si ensuite, parce qu'effectivement, nous, on n'a pas forcément, même que c'est les services de la communauté de communes qui les instruisent, mais on n'a pas forcément un lien direct entre le service instructeur dans le cas d'un modificatif, tout simplement. Hein, donc je crois qu'aujourd'hui, si au moment on donnait un préavis en disant vous êtes éligible, et quand le permis de construire est signé par le maire, on confirme la chose, parce que là on aura un document officiel, il sera obligé de construire suivant le permis de construire octroyé, on confirme la subvention. Moi je pense...
moi, je pense que ça me pose pas de problème. Et au moins, on est sûr que la vocation de l'habitation est bien celle que nous, on soutient et celle que l'élu a votée dans le cadre de son permis de construire. D'accord, mais il faut un retour d'information à la commune, ce qui n'est pas le cas jusque-là. Dans le schéma que tu proposes, il n'y a pas de retour d'information à la commune. Il n'y en a pas besoin. C'est ensuite nous qui aurons le retour d'information de la commune parce que nous statuerons sur le permis de construire, signé par le maire. Donc la commune aura eu l'info avant nous. La personne viendra nous demander si son projet peut être éligible, on lui dira oui ou non, elle fait la dépose de permis de construire, et une fois que le permis de construire est validé par le maire, donc signé, la personne revient nous voir, et si c'est conforme et validé par le maire et conforme au soutien de la communauté de communes, on lui authentifiera sa subvention. Mais c'est le maire qui aura eu, du coup, la formation en premier. Voilà, je pense que c'est une solution qui peut répondre à tout, et on rajoute ça au règlement, si vous en êtes d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Oui, ah oui, alors, non, mais sur le sujet-là, pour qu'on puisse passer au vote sur le sujet-là. Donc, s'il n'y a plus de questions sur ce sujet, on peut passer au vote. Donc, est-ce que quelqu'un est contre ou est-ce que quelqu'un s'abstient? Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a des divers? Jean-Marie. Oui. Concernant l'étude et la thermographie, est-il possible d'accélérer le mouvement et éventuellement de déléguer un des deux Didier en soutien dans nos communes pour installer le système et nous donner des explications? Si, on a eu un email cette semaine nous demandant d'installer Google Earth, oui, et puis de travailler dessus. Et moi, j'arrive à rien faire fonctionner. Ah bon? Alors, c'est peut-être que tu as un problème particulier. Parce que partout ailleurs, ça fonctionne, mais il y a peut-être un problème. Et dans ce cas-là, en tant qu'assistance technique, ils pourront bien sûr venir. Il faudra nous expédier un des deux Didier. L'expédier? Mais tu nous le renvoies, alors. Je te le renvoie, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions divers? Donc voilà, en tous les cas, je tenais à vous remercier. Remercier également Antoinette qui a participé à ce premier conseil communautaire qui, dans le cadre de l'institutionnel, va pouvoir y assister de manière à être au plus près de l'action pour mieux les rédiger. Et je remercie encore Aurélie de l'idée d'avoir filmé et de mettre le conseil sous les feux de la rampe. Je pense que c'est une excellente idée et c'est une proposition que j'ai acceptée avec enthousiasme. Et en tous les cas, nos habitants nous donneront le retour, je l'espère. Et puis bien sûr, je remercie la société et nos amis cadreurs qui sont venus et nous ont accompagnés tout au long de la soirée. Merci à vous. On va avoir